Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Santé Prévoyance, comment c'est réinventé. Juste en guise d'introduction, j'aimerais vous représenter le pôle un peu. Donc le pôle Finance Innovation est issu de la politique des pôles de compétitivité et d'intérêt général. Donc Finance Innovation a été créé en 2007 et soutenu par le ministère de l'économie et la région Île-de-France. Le pôle, c'est vraiment le hub digital de la finance. Clairement, c'est un peu le lieu de rencontre de toutes les fintechs et de tout l'écosystème financier au travers de Paris Europlace et toutes les fédérations aujourd'hui existantes. Voilà, donc, dans le cadre de Paris Europlace, justement, on a pour but de fédérer un peu tous ces acteurs du secteur financier afin d'identifier, d'accélérer un peu ces projets innovants, justement, que vous allez voir tout au long de ce webinaire au service de la compétitivité et de l'ensemble de l'écosystème de la finance digitale et de la fintech. Donc nous, on a trois ambitions aujourd'hui. C'est vraiment d'accélérer les fintech et les projets innovants, permettre aussi à la finance innovante d'être au service de l'économie des territoires. Et aujourd'hui, on va voir grâce à ce webinaire comment contribuer justement à la transformation digitale et durable du secteur financier. Donc, les participants aujourd'hui sont Virgile Delporte, CEO de Testamento, David Dubois, directeur des partenariats de Prévoir, du groupe Prévoir, Agnès Rioux, directrice prévoyance du groupe Vive, et Gaëlle Revenu-Pruner, directrice générale adjointe de Hautune. Et l'animation de ce webinaire sera fait par Stéphane Maréchal, directeur conseil expert au sein de CGI. Sans plus tarder, je vais te donner la parole, Stéphane. Mais en attendant, pour tout le panel qui nous regarde, n'hésitez pas à poser tout au long de ce webinaire vos questions dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et nous y répondrons justement après cette séance. Voilà. Stéphane, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Santé prévoyance, comment se réinventer? Et pourquoi se réinventer? Les organismes de santé prévoyance aujourd'hui sont un peu exposés à une réglementation forte, une concurrence accrue. Donc, quels sont les ressorts? Comment on va pouvoir se réinventer dans ce milieu-là? Agnès Rieu, pardon. Pourquoi est-ce qu'il faut se réinventer en santé prévoyance aujourd'hui? Agnès est figée. Je vais passer la question à David, du coup, en attendant qu'Agnès peut-être se reconnecte. Oui, merci Stéphane. Je pense qu'Agnès a l'air bloquée. Moi, en fait, quand je regarde un peu le sujet de se réinventer, il faut déjà regarder le secteur, finalement le secteur d'activité, de la santé et de la prévoyance. Et pour les organismes assureurs, il faut voir que le paysage est extrêmement concurrentiel. Et que cette concurrence, elle est accrue par le nombre d'acteurs, bien évidemment, mais aussi par le jeu des réseaux de distribution, par des changements réglementaires qui sont quand même incessants depuis longtemps et qui ont finalement amené dans le paysage la résiliation infra-annuelle, des contraintes sur les marges techniques, des contraintes sur le prix. Il y a des effets d'annonce réguliers, on l'a vu pendant le Covid, c'est-à-dire que vous poussez vers les complémentaires santé, par exemple, des nouveaux services, des garanties supplémentaires en demandant de ne pas augmenter les tarifs. Donc, en fait, toute cette contrainte fait qu'on a un paysage concurrentiel qui est très fort, qui n'est pas facile pour beaucoup de complémentaires. Et du coup, on ne pense pas que les choses vont s'améliorer de ce niveau-là. Donc, du coup, se réinventer, c'est déjà essayer de retrouver une place dans un paysage difficile, dans un écosystème compliqué, mais c'est aussi parce que en face de nous, on a des consommateurs qui ont évolué dans leurs attentes. Le coût de l'assurance, quelque part, c'est pas forcément, c'est pas un bien de luxe sur lequel on est prêt à payer cher avec des marges très importantes. L'assurance, on regarde le pouvoir d'achat, on regarde le prix, on voit ce que ça peut peser dans le budget. Et donc derrière, ça oblige quelque part les organismes assureurs à repenser leur chaîne de valeur. Parce que finalement, on a des marchés assez contraints en termes de tarifs. Et grosso modo, le sujet, ça va être de trouver une solution pour essayer de redresser les marges. Je rappelle, la CPR a régulièrement émis des avis comme quoi, en matière d'assurance de personnes, il fallait commencer, on s'interroger sur la faiblesse des marges techniques. On le constate, si on regarde les statistiques du marché, on a en matière d'assurance de personnes, des marges d'environ 4%, si on prend l'ensemble des activités d'assurance de personnes, ce qui est quand même relativement faible, et ça s'explique par plein d'éléments, une augmentation du
du risque, en tout cas des prestations, la faiblesse des rendements financiers, et ainsi de suite. Donc, du coup, pour moi, pourquoi se réinventer? C'est parce qu'en fait, il faut retrouver un fonctionnement un peu plus vertueux et ça passera forcément par une évolution de la chaîne de valeur dans la mesure où les assureurs évoluent dans un cycle de production inversé. Hein. On vend un produit avant de connaître le coût et du coup, tout ça, il faut essayer de minimiser l'effet sur le coût. Et donc là, on a un gros travail à faire d'optimisation, je dirais, de nos chaînes de valeur qui s'accompagnera forcément du pilotage de la rentabilité dans un univers un peu contraint. Donc la santé prévoyance peut plus être juste. Je pense qu'il y a autre chose qui est intéressant à prendre en compte, c'est cette dimension plus globale. Tout à l'heure, David a parlé du fait que les consommateurs voulaient optimiser leur budget assurance au global et pas seulement produit par produit. Et de façon générale, c'est également le cas quand nous on pense accompagner nos assurés en santé. L'idée, c'est pas juste d'être capable de rembourser des médicaments, de financer, voire de mettre en place de l'accès aux soins, mais vraiment de réfléchir à tout ce qui peut jouer sur la qualité et la santé de nos assurés. Et on voit évidemment que le logement, l'environnement de vie, la sécurité financière sont des éléments qui vont favoriser l'hygiène de vie, l'activité physique par exemple. Donc on a une approche beaucoup plus systémique, j'allais dire, et globale de tout ce qui peut faire améliorer les choses, qui est assez nouvelle par rapport à une approche très monoproduit, monobesoin qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Alors peut-être que, je ne sais pas Stéphane si vous voulez dire quelque chose, mais pour donner un exemple peut-être par rapport à ce que dit Agnès, donc nous chez YouTwin, on n'est pas du tout un acteur de la santé, on est spécialiste de l'assurance emprunteur sur des parcours totalement digitalisés et on travaille aujourd'hui effectivement avec plusieurs grandes mutuelles, dont Harmonie Mutuelle qui fait partie du groupe Vive. Justement, ces mutuelles ont souhaité à un moment donné pouvoir se diversifier sur des offres qui restaient des offres de prévoyance, mais qui répondaient justement à des besoins d'une très grosse partie de leurs adhérents, puisqu'aujourd'hui, quasiment un Français sur deux a un prêt. Et donc, on recherchait finalement à travailler avec des sociétés externes, expertes sur un domaine, et qui leur permettaient très rapidement, finalement, en implémentant de par un acteur externe, une offre qui allait pouvoir compléter complètement leur gamme, qui allait pouvoir du coup favoriser cette couverture globale et tout en apportant finalement une promesse très positive à leurs clients, à leurs adhérents, puisque dans le cadre de l'assurance emprunteur, on est sur, on va protéger votre prêt, on va protéger votre famille, et tout ça en vous permettant de faire des économies par rapport à une assurance qui très souvent est souscrite auprès de la banque. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui un certain nombre de mutuelles vont travailler à étoffer leur gamme autour de l'assurance emprunteur, mais pas que, je parle de l'exemple qui nous concerne, pour répondre justement à ce besoin de couverture globale, le fait de pouvoir intervenir à des moments clés finalement de la vie des assurés, moment où il y a des déménagements, moment où il y a des naissances, etc., qui souvent sont générateurs d'un achat d'un bien immobilier. Et donc voilà, donc on a vraiment, nous, de notre côté, ressenti ce besoin de diversification et le fait de pouvoir travailler avec des acteurs externes leur a permis d'aller finalement relativement rapidement dans cette diversification et dans le fait d'étoffer leur gamme pour cette couverture globale. Oui, peut-être pour compléter une vision, nous on est, comme vous le savez peut-être, Testamento, c'est une start-up maintenant qui a 8 ans, qui a démarré dans l'anticipation successorale. Donc nous, on est parti du client et en fait, on a développé des solutions qui permettaient au grand public de percevoir le besoin avant d'agir. Et donc, ce qu'on constate par rapport à l'assurance de personnes au sens large, c'est que les attentes des clients, elles se sont transformées. Ils attendent tous maintenant de l'immédiateté. Ils veulent une approche, comme disait Agnès, beaucoup plus holistique. Ils veulent qu'on les comprenne dans leur ensemble et pas uniquement sur une approche produit. Et ils veulent un conseil finalement clair et personnalisé qui va se faire au meilleur prix. Pour donner un exemple, un premier exemple d'attente autour de la santé prévoyance, nous, on travaille avec
avec notamment des acteurs en prévoyance collective, qui ont des demandes qui apparaissent au travers de leurs ressources humaines et de leurs salariés, tout simplement de pouvoir désigner les bénéficiaires d'un contrat de façon digitale. C'est juste naturel, en fait. C'est une attente. C'est plus quelque chose qui peut être discuté, en fait. On équipe déjà 2 boîtes du CAC 40 avec ces solutions-là, et on voit qu'il y a une transformation qui est en cours, puisque ça fait partie des appels d'offres désormais des ressources humaines. Ça fait partie des choses auxquelles les assureurs doivent faire face et répondre. Donc cette transformation, elle est poussée vraiment par le client, à mon sens. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'en particulier sur les sujets de prévoyance, c'est des sujets qui sont assez compliqués à appréhender à première vue par les personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ne baignent pas comme nous au quotidien, et qui parfois pensent être déjà couverts par la Sécu, par plein de choses, puisqu'on est dans un monde qu'on pense hyper protégé, ou pas concerné, parce que on parle de risques graves et qu'on pense toujours que ça va arriver aux autres. Le digital est un très bon moyen pour y arriver en douceur, par des questions, par de la pédagogie, qui permet vraiment de découvrir et de se rendre compte différemment des enjeux. Et ça, c'est une vraie force, en fait. Et en pouvant, en plus, atteindre les personnes au moment qui les arrange. Elles peuvent le faire le soir chez elles, tranquillement. Donc, c'est vraiment un autre type de relation qui permet vraiment de faciliter la compréhension face à des sujets qui ne sont pas si faciles que ça. Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact, justement, sur ce besoin de se réinventer, sur ce rythme de se réinventer ? La première chose, moi je dirais, c'est que ça nous a fait tous progresser. Déjà, ça nous a obligés à nous réinventer parce qu'on pouvait, quand on a des agences fermées par exemple, la relation avec les assurés, elle doit se faire différemment et elle doit quand même continuer. Donc ça nous a obligés à réfléchir, à travailler sur des process différents, des process digitaux plus efficaces. Donc on a, je pense, changé nos habitudes tous, aussi bien assurés qu'assureurs et dans le bon sens, je pense, à se poser la question de comment faire différemment. Et puis ça a créé une relation différente aussi, puisque on a été là pour appeler les personnes vulnérables, prendre soin d'elles. Donc ça a apporté aussi probablement à travers du digital et de la distance des choses très humaines qu'on n'imaginait pas forcément dans ces modes de communication. David ? Oui, alors c'est sûr que la crise sanitaire et surtout finalement les périodes de confinement imposées, ça a changé beaucoup de choses. Si on regarde pour un groupe comme Prévoir, qui une grande partie de son activité est positionnée sur un réseau salarié, donc un réseau de groupe qui se déplace à domicile, évidemment, c'était compliqué de se déplacer en pleine période de confinement. Donc du coup, forcément, ça a mis en avant le fait de devoir être agile dans la manière de trouver des solutions, de ne pas perdre le lien avec les clients, avec les assurés. Donc, des appels téléphoniques, rester proche, montrer que le réseau est mobilisé. On n'a pas eu la même problématique, entre guillemets, sur la partie où on travaille en distribution déléguée, notamment donc avec des courtiers grossistes, où naturellement, finalement, les opérations se passent beaucoup par téléphone, et donc du coup, 2 activités qui ont fonctionné différemment. Ce que ça a montré aussi pour moi, c'est les acteurs, les organismes assureurs ont réussi en quelques mois à mettre en place une transformation assez profonde. Alors certains l'avaient entamé, certains avaient déjà mis le télétravail. Enfin, évidemment, c'est pas du jour au lendemain que tout a changé. Mais par contre, en quelques mois, comme il n'y avait pas le choix, on a vu je dirais, la mise en place de solutions innovantes, rapides. On a forcé l'intégration du digital quand on pouvait le faire. Et ça montre quand même une capacité à se mobiliser en mode agile qui était plutôt très positive. Parce qu'on a tendance à voir les organismes assureurs un peu poussiéreux. Et en fait, je pense que cette crise, elle a montré un autre visage de l'assurance. Et du coup, ça force aujourd'hui à poursuivre et à accélérer la transition digitale, très clairement. C'est-à-dire que la crise a montré qu'il fallait le faire, et du coup, aujourd'hui, je pense que tout le monde est dans ce processus de continuer à accélérer cela, n'étant pas à l'abri d'une autre crise potentielle. Ce que ça a montré aussi pour moi, c'est que dans cette période de crise, on a eu des prises de position et pour moi, sans juger le fond, mais juste la forme, des prises de position du gouvernement, probablement nécessaires avec la période, qui ont eu des effets rebonds très forts
sur les risques santé et prévoyance. Et derrière, toutes sortes de messages, de contraintes sur les organismes assureurs. Et donc, on voit qu'en période de crise, on fait peser sur les organismes assureurs des risques supplémentaires. Alors, si on regarde les chiffres, c'est vrai qu'en 2020, il y a eu une baisse de la consommation médicale, puisque les gens ne se rendaient pas, mais par contre, il y a eu un effet rattrapage, et on l'a vu au premier semestre 2021, on paye encore les frais. Que ce soit sur la santé, tout comme la prévoyance, avec une augmentation des arrêts de travail, des arrêts longs notamment. L'arrêt long moyen est passé à 105 jours aujourd'hui. Et puis derrière, des régimes de prévoyance qui n'étaient pas complètement, peut-être complètement prêts à les absorber, parce que tout ça fait des pertes. La Fédération France Assureur a estimé à peu près à presque 1 milliard le montant des pertes au premier semestre 2021 sur les garanties santé et prévoyance. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Les périodes de crise, forcément, ont un effet report sur les régimes de prévoyance et de santé. Et cet effet report peut être encore plus important si derrière, il y a des prises de position du gouvernement. Encore une fois, je ne juge pas le fond, mais juste la forme, qui contraint les assureurs à devoir assumer une partie de ces risques. Donc une opportunité contrainte en déploiement digital, mais aussi du coup une pression réglementaire qui n'a pas baissé, quoi. Pression réglementaire ou aussi pression, je ne sais pas si le terme que j'ai employé est très juste, mais pression morale entre guillemets, c'est-à-dire que il n'y a pas une loi qui a dit il ne faut pas augmenter les tarifs, faut pas. C'est juste que la communication étant tellement forte, avec cette idée que les complémentaires finalement avaient gagné pas mal d'argent durant les confinements, qu'il y a eu un effet report qu'aujourd'hui on voit et qui est assez pénalisant quand on regarde, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, le niveau des marges globales du secteur. Si on regarde un peu de notre côté Testamento, nous, mon analyse au-delà de ce qui vient d'être dit, c'est que le digital en fait s'impose comme une norme véritable. Le papier devient enfin secondaire pour beaucoup d'entre nous. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde passe au 100% digital, on n'en est pas du tout là, mais en tout cas, ça s'impose. Et cette crise aura permis, on parle de la crise sanitaire, on est entre d'une autre crise, mais cette crise, elle aura permis aussi de faire gagner beaucoup d'années sur la partie digitalisation, pédagogie autour de l'utilisation d'Internet au sens large. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est que ça permet, pour certains, on vient de le voir aussi, les assureurs et courtiers qui avaient entamé des plans de digitalisation, je pense qu'ils mettent vraiment les bouchées doubles pour y aller. Et là, maintenant, c'est plus seulement ce serait bien d'être digitalisé. Il faut le faire, sinon on va perdre des clients. Là, on est vraiment dans cette phase-là. Et finalement, si on regarde du côté des néo-courtiers ou des structures plus récentes, c'est pour elles une opportunité de marché formidable, puisqu'ils peuvent se lancer, prendre des parts de marché très, très vite. On a vu quelques néo-assureurs dans l'ensemble, pas forcément sur la santé prévoyance, mais justement plutôt sur la partie IARD, se lancer et accélérer très, très, très fort. Ce que je pourrais rajouter, parce que je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et nous, chez YouTwin, on l'a également bien vu, puisqu'on était déjà digitalisé, donc on n'avait pas de changement à faire, on est passé en télétravail en 24 heures, on avait tout notre parcours, etc., il n'y avait pas de souci, mais on a vraiment vu l'environnement se digitaliser, et ce que je rajoutais, c'est que je pense que les consommateurs ont aussi pris cette habitude-là et que c'est une habitude qui est en train de devenir durable. En tout cas, nous, on peut le voir. Alors, ça nous a aidé parce que souvent, on pouvait nous dire avant la crise, mais je ne peux pas vous envoyer par papier. Et on dit, non, chez nous, c'est ou du digital ou pas. On n'a plus du tout ce genre de remarques de la part des consommateurs. Et dans notre animation courtier, puisqu'on travaille, je le disais tout à l'heure, avec des grands comptes, mais également avec des courtiers. Et aujourd'hui, ça va assez loin parce que même des courtiers qu'on avait l'habitude de visiter avec des commerciaux terrain ils disent à nos commerciaux, non, mais pas besoin que tu viennes, on fait une visio, on fait… et voilà, donc ça remet aussi en cause assez durablement, je
pense, les manières de fonctionner aussi bien des consommateurs que des distributeurs, avec des impacts aussi sur toute l'organisation derrière alors pour nous et sûrement pour d'autres aussi, voilà, quelle part de commerciaux sur le terrain, de commerciaux à distance. Et c'est des choses, voilà, la crise est en train d'être passée, alors jusqu'à une nouvelle crise et jusqu'à une nouvelle vague, on ne sait pas, mais en tout cas aujourd'hui, on peut retourner dans les cabinets, on peut revoir des clients, et finalement, il n'y a pas tant de besoin que ça de la part des personnes en face de nous, de finalement se voir en chair et en os, et qu'on a trouvé un moyen finalement très efficace de travailler au travers des écrans, et beaucoup s'en accommodent, et voilà, donc ça change aussi assez durablement la manière de fonctionner et la manière d'interagir avec distributeurs et clients, à mon sens. Oui, je vais faire un petit retour d'expérience personnelle, je partage complètement ça. Le point notable pour moi qui suis dans des projets de transformation, de déploiement de nouvelles solutions, et notamment de transformation et à la relation client, c'est qu'il y a eu une continuité complète en fait. Quasiment zéro rupture, hein, quelques semaines, enfin même pas une semaine de logistique peut-être pour que ça a réinventé un peu la façon de faire les réunions, etc. Mais après, on n'a pas arrêté du tout sur cette transformation. On parle là beaucoup des parcours digitaux. Un parcours digital, c'est juste mettre son offre en ligne, l'exposer sur un tarificateur, ou on peut faire un peu plus avec ça. Agnès ? On peut faire beaucoup plus, et déjà, je bondirais sur ce que disait Gaël, c'est que le monde a changé, et aujourd'hui, les souscripteurs, ils attendent finalement probablement d'abord une première démarche en ligne, et puis si c'est simple, ils vont aller jusqu'au bout. Si ça l'est pas, ils vont appeler au secours, appeler ou venir en face à face, et c'est eux qui vont donner le là et choisir leur mode aussi d'interaction avec nous, même si on peut les orienter sur certains qui nous sont plus adaptés ou plus faciles. Et les parcours, ils sont là pour ça, en fait. Ils sont là pour accompagner cette démarche-là en guidant, en orientant, en prenant des sujets parfois compliqués et en posant des questions simples, en fait, pour y arriver en douceur, avec les langages de l'assuré, avec des outils visuels aussi, parce que finalement, très souvent, faire un dessin est plus facile, avoir une petite animation, c'est tout de suite plus facile à comprendre. Donc, c'est vraiment un outil, mais pas à la place et à côté. C'est vraiment dans un écosystème complet qui s'adapte à celui qui prend le parcours, en fait, avec la possibilité de faire des choses simples pour ceux qui veulent aller très vite et simple, et au contraire, plus compliqué, plus pédagogique pour ceux qui ont vraiment besoin, ou parce qu'on est sur des sujets plus difficiles. Si je prends un exemple, on ne va pas prendre de la même façon un parcours de souscription d'assurance emprunteur ou d'assurance obsèque. Les questions ne sont pas les mêmes, la sensibilité n'est pas les mêmes. Et ça, en fait, c'est une force des parcours digitaux, en fait, de pouvoir vraiment prendre la main avec leur langage et avec des outils visuels et simples, et en étant toujours capable de faire le lien ensuite avec un conseiller physique ou à distance pour aller jusqu'au bout. David, les parcours, vous avez des parcours digitaux? Oui, bien sûr. En fait, c'est un vrai sujet, les parcours digitaux, parce que finalement, moi j'ai toujours une réflexion, c'est qu'on se dit qu'il faut absolument digitaliser les parcours, mais en fait, avant de digitaliser, pour moi, la digitalisation, quelque part, hein, c'est un outil, hein. C'est pas une finalité, en fait. Et je pense que le gros travail qu'on a à faire en amont, c'est aussi à réfléchir au processus global de la souscription, mais pas que, hein. Il y a la souscription, il y a la gestion des contrats, il y a la gestion du sinistre, c'est-à-dire en fait toute la vie de la police. Et souvent, on a souhaité digitaliser parce qu'on en voit des effets, en tout cas on les intuite facilement, sans remettre en question les processus. Et c'est vrai que l'accélération qu'il a fallu faire avec la crise sanitaire, c'était de digitaliser, en tout cas de renouer du contact, qui ne pouvait plus être du contact humain, le temps des confinements, mais que peut-être maintenant, il faut travailler à revoir les processus. Agnès parlait, c'est pas facile de souscrire un contrat d'assurance, il y a des questions, il y a beaucoup d'informations collectées, ainsi de suite. Peut-être qu'il faut se poser la question, finalement, de l'utilité, du besoin de tout ça. Alors, la loi nous y amène progressivement, hein. Sur l'emprunteur, c'est le cas, mais peut-être qu'on l'aura sur la prévoyance dans pas si longtemps que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que digitaliser, oui, mais repenser aussi la manière dont on souscrit l'assurance et pas uniquement la digitalisation de la souscription, ce qui est souvent, je dirais, le travail, et surtout porté là-dessus, c'est qu'il faut repenser finalement la digitalisation, les liens en fait qu'on va avoir
avec les assurés tout au long de leur parcours d'assurance, de la souscription jusqu'à la clôture du contrat. Et ça veut dire repenser ses process, mais aussi repenser parfois son organisation. Parce que là aussi, on voit bien que chez les assureurs, on a un peu siloté. Alors évidemment, tout le monde n'est pas au même niveau, mais on a un peu siloté en fait. La souscription, c'est une boîte, la gestion des contrats, c'est une autre boîte, la gestion de sinistre, c'est encore une boîte. Sauf que l'assuré, lui, les boîtes, il s'en fiche. Ce que regarde l'assuré, c'est la transversalité, la facilité, la simplicité d'accès à son espace client, à avoir des réponses quand il en a besoin. Quand il pose une question par mail, il veut une réponse, et pas dans trois jours après, parce qu'il a le besoin, voilà. Et donc, tout ça suppose aussi d'organiser ou de repenser l'organisation RH, pour le coup, dans ce cadre-là, en fait. C'est ce qu'ont compris les néo-assureurs. Alors évidemment, ils n'ont pas toute la legacy, ni RH, ni IT, mais on voit bien que le sujet, il est très flagrant, c'est très prégnant. C'est-à-dire, on veut vraiment, les consommateurs veulent de la simplicité globalement. Et donc, il faut qu'elle transpire à peu près à toutes les étapes du process d'assurance. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le piège dans lequel on peut tomber quand on parle de digitalisation des parcours, c'est comment on peut mettre un PDF en ligne, en fait. Hein, et c'est évidemment surtout pas ce qu'il faut faire. J'allais dire, de notre côté, c'est un peu notre ADN, parce qu'en fait, la boîte a été créée, nous, Testamento, quand on a créé leur société. Moi, je ne venais pas du monde de l'assurance. Je venais du monde du jeu vidéo, de la 3D, de segments complètement différents. Et la première personne qui a été la première salariée de Testamento, c'était une architecte anglaise qui parlait pas très bien le français. Et donc, je lui ai demandé de transposer des termes du jargon. Alors, à l'époque, sur la partie testamentaire, ça a été notre point de départ. Et puis ensuite, on a déployé tout ça plus largement. Et en fait, finalement, cet ADN, il permet de positionner d'abord le client final, l'utilisateur final. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en travaillant comme ça, on avait la capacité à remonter ensuite la chaîne de valeur et proposer des parcours qui étaient très acceptés et très appréciés par les réseaux de distribution également. C'est-à-dire que quand on parle au client final et ensuite qu'on fait des petites adaptations sur les parcours, les conseillers adorent aussi, parce que les conseillers ne sont pas tous experts du jour au lendemain sur tous ces sujets de santé-prévoyance. Donc, l'approche besoin, l'approche centrée sur le client permet de réinventer l'ensemble des parcours. Et ensuite, évidemment, surtout, ce qu'on voit, c'est ne pas siloter, comme l'évoquait David. C'est la clé du succès de cette digitalisation. Alors, ce que je pourrais rajouter à ce qui vient d'être dit, c'est que donc sur le parcours digital, donc Utwin est né avec la digitalisation. Notre objectif, c'est vraiment de digitaliser l'assurance emprunteur à un moment où elle n'était pas encore du tout digitalisée. Et donc, on partait avec l'ambition de ne faire finalement que du digital, tout en ligne, etc. Et on voit que, c'est ce que disait Agnès tout à l'heure, on est dans des métiers de conseil, on est sur des métiers qui peuvent être compliqués. Dans l'assurance emprunteur, il y a un tableau d'amortissement à décrypter, il y a du réglementaire assez contraignant également. Et donc, tout notre enjeu, tout notre travail a été, nous, d'arriver à trouver le bon couplage, finalement, le bon mix entre digitalisation et accompagnement humain pour pouvoir, à chaque fois qu'il y avait ou un distributeur ou un client qui avait besoin d'accompagnement et où le digital, finalement, malgré toute la simplicité qu'on avait voulu y mettre, il avait besoin d'être accompagné ou d'être rassuré, notamment au moment des parcours médicaux où les gens vont se poser des questions, pourquoi on me demande de justifier telle pièce, pourquoi on a pris telle décision, etc. Donc, le digital, oui, mais en couplant avec finalement un accompagnement humain à chaque fois finalement que le client en a besoin. Et on se rend compte que c'est finalement avec ce couplage qu'on arrive à avoir une très bonne expérience client au final, en tout cas de nos retours et de ce qu'on obtient de nos retours clients au travers des avis et des enquêtes, etc. qu'on peut mener. C'est vraiment cet équilibre. Le digital pour celui qui a un cas tout simple, qui a envie d'aller très vite, mais celui qui a un dossier un peu plus complexe, il a besoin d'être accompagné et il a besoin de trouver quelqu'un d'expert, disponible tout de suite et qui va savoir répondre à sa demande. Donc ça, c'était le premier point que je voulais rajouter. Et l'autre point, effectivement, je pense que en termes d'évolution et d'impact sur les organisations, le digital
nécessite d'avoir une vision extrêmement transverse des processus et une organisation d'entreprise effectivement pas du tout silotée, parce que on voit dans les parcours digitaux que il faut tout le temps les améliorer. Donc il faut effectivement de l'informatique très agile derrière, mais pour pouvoir les améliorer et comprendre d'où viennent les blocages, là où l'expérience perd de sa fluidité au niveau d'un client, il faut avoir des visions transverses, il faut avoir des personnes qui connaissent l'intégralité du parcours, des services, etc. Puisque dans un cadre très siloté, une personne va pouvoir voir la souscription et dire il faut fluidifier à cet endroit-là, mais finalement en faisant cette modification sur la souscription, ça peut peut-être avoir tel ou tel autre impact dans l'espace de l'assuré ou au niveau des services de gestion derrière. Donc pour moi c'est vraiment là aussi quelque chose de très important, de travailler sur une digitalisation, mais avec une vision très transverse et très, très globale des process de l'entreprise. Donc, en synthèse, les parcours digitaux, il y a deux prérequis très très forts. Il y a un côté, on n'a pas évoqué le terme persona, mais moi je le retrouve beaucoup dans tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire se mettre à la place du client et se centrer autour du client et du prospect. Et puis, ne pas les plaquer sur l'organisation. Finalement, on ne fait pas que des parcours, on voit des processus et on voit aussi une vision globale. Enfin, c'est le côté, quelque part, de se centrer client, c'est-à-dire de voir toute son expérience et toute la relation, tout le long de la relation qu'on va avoir avec lui, qu'on souhaite longue et heureuse. Aussi bien sur des moments de captation que sur après le fait de garder le lien avec lui. Voilà, donc ça dépasse en fait tout simplement l'outillage, tout ce que vous évoquez. Oui, si je peux, juste peut-être pour rajouter, en fait, digitaliser un parcours, c'est absolument pas prendre un parcours non digitalisé ou papier et se dire je vais développer pour le mettre en ligne. On est vraiment, il faut complètement repenser le process en partant effectivement du client, c'est ce que disait Virgile. Et ça, je pense que c'est vraiment une erreur à ne pas faire que de se dire on fonctionne comme ça, comment est-ce qu'on digitalise. Je pense que, en tout cas, nous, de notre expérience, on a complètement repensé les choses. Alors, ce qui a pu poser problème au départ, parce que du coup, on ne fournissait pas les documents au même moment que les autres acteurs du marché, ce qui pouvait perturber des distributeurs, ce qui pouvait perturber les clients. Mais après, il faut de l'explication et puis au final, tout le monde fait évoluer ses parcours. Mais ça, je pense que c'est aussi un point important pour compléter sur la partie digitalisation. J'ajouterais peut-être juste sur quelques petits mots là-dessus. C'est que parfois, travailler son UX, ce qu'on appelle l'UX, l'expérience utilisateur, c'est vraiment le cœur d'une démarche. Nous, ce qu'on peut voir, c'est que parfois, les personnes auxquelles on présente nos solutions peuvent se dire « Tiens, c'est tellement simple que je vais arriver à le faire super vite ». Et la simplicité d'une expérience utilisateur, elle est justement dans la complexité de sa préparation et de tout le travail. Donc, c'est parfois l'écueil dans lequel les organisations peuvent tomber. C'est « Tiens, j'ai vu un parcours qui m'a l'air bien, on va juste faire ça, on va refaire à peu près la même chose. J'ai vu ça ailleurs. » Mais en fait, tout ce qu'il y a derrière, le moteur qui est derrière est beaucoup plus compliqué. Et ça peut, on peut tomber dans des écueils du « ça me prendra quelques temps à faire » et s'apercevoir au final que c'est des chantiers qui prennent des années. Donc, attention juste à ça. Je rajouterais juste un point. En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça nous invite à nous repenser complètement. Là, vous avez parlé process opérationnel, mais même produit et garantie. En fait, je pense que si on veut faire bien les choses, il faut avoir en tête qu'on a, pour ceux qui l'ont, un historique et on est arrivé, à force d'amélioration continue, à un état des lieux qui était adapté à une autre situation. Et là, on est dans un monde, un échange différent. Et donc, il ne faut pas hésiter à vraiment prendre la vision d'ensemble et d'être capable de tout bouger potentiellement, parce que s'il y a des choses qui ne passent pas, la solution, elle n'est pas forcément dans l'UX, elle n'est pas forcément dans le process opérationnel, elle peut être juste dans la garantie, dans la façon dont on touche nos exclusions, par exemple, ou dont on mutualise certains risques. Donc, il faut vraiment prendre quelque part, être prêt à prendre de la hauteur et à bouger la bonne chose et pas se dire « Ah ben là, je touche mon UX, c'est produit figé ». Parce que sinon, on fera forcément quelque chose qui est de dégradé, entre guillemets.
Mais ces parcours, en fait, vont aussi nous permettre de resserrer ce lien avec le client et probablement de capter de la donnée sur lui. Est-ce qu'il y a des choses à faire avec la data? Les deux points de vue. C'est sûr, c'est sûr. En fait, le vrai sujet, ce dont on a parlé quand même là, hein, à l'instant, c'est de faire évoluer la relation entre l'assureur et l'assuré finalement, et de savoir dans quelle mesure on peut personnaliser la proposition de valeur qu'on lui offre. Parce qu'on est quand même en assurance dans un marché assez standardisé sur les produits. D'un produit à un autre, finalement, il y a le prix qui fait la différence. Et puis après, il y a peut-être l'offre de service qu'on y met selon les différents acteurs. Mais globalement, si on commence à toucher fortement au produit, c'est-à-dire définition de risque, les garanties et ainsi de suite, on peut avoir un sujet d'antisélection, on peut avoir quand même un produit qui est un peu déconnecté du reste du marché. Et du coup, il ne faut pas oublier que l'on vend le risque avant de savoir ce qui va nous coûter. Hein. Donc, on a toujours ce sujet-là. La data, en fait, pour moi, elle a deux finalités. La meilleure compréhension du risque qu'on porte. Et là, je pense qu'il faut absolument, et je le dis depuis longtemps, il faut se fermer à rien, parce que même si on a des fortes contraintes aujourd'hui, par exemple, on ne tarifie plus en fonction du genre, c'est une contrainte, mais dans l'analyse du risque, on peut prendre cette variable, je dirais, genre, pour bien comprendre les portefeuilles, le pilotage et ainsi de suite. Donc, je pense qu'en termes de risque, il ne faut pas se fermer, il faut vraiment utiliser les datas que nous avons, soit issues de l'expérience, soit en termes d'open data notamment. Hein. On voit beaucoup de mémoires qui sont réalisées, notamment par les actuaires sur ce sujet-là, comment intégrer les datas issues de l'open data pour justement améliorer la connaissance du risque, ou en tout cas avoir des variables explicatives différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut bien aussi les utiliser, ces données. C'est-à-dire que la problématique de capter la donnée, c'est facile, mais l'utilisation qu'on en fait, il faut faire attention parce que, grosso modo, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de biais dans la manière dont on peut finalement modéliser, réaliser des modèles hein, à partir des données qu'on a collectées. Donc, il faut garder cette neutralité. Mais l'objectif, c'est vraiment de repenser la proposition de valeur. Typiquement, aujourd'hui, on a fait un travail au sein du pôle financier du comité labellisation assurance, un travail qui a été fait en coopération avec PwC. En fait, on s'était dit que finalement, l'objectif de la data devrait être de renforcer la personnalisation des services et puis aussi de voir comment on peut pousser les bons services de prévention au bon moment. Parce que quelque part, la data peut nous servir aussi à faire évoluer le rôle des assureurs. On n'est pas uniquement dans la data pour tarifer ou dans la data pour piloter le risque, mais on est aussi dans la data pour prévenir le risque. Et donc, pousser un service au bon moment parce que grâce à la donnée, grâce au modèle qu'on aura mis en place, et bien évidemment, on a une capacité à prévenir le risque et du coup, à utiliser des données de santé à bon escient. Ce qui est quand même une finalité aussi des assureurs parce que finalement, aujourd'hui, les assurés payent un service de réparation, entre guillemets, ils payent une prime pour avoir une prestation au moment où il y a un sinistre. Et quand il y a le sinistre, c'est un peu trop tard. En fait, on devrait presque payer de la prime pour justement nous éviter d'avoir le sinistre. Et ça change aussi de paradigme, mais ça positionne aussi les assureurs à un autre moment dans le cycle de vie des personnes, c'est-à-dire en amont des problèmes. Alors après, ça veut dire derrière, est-ce qu'il y a une capacité pour les assurés à changer leur comportement durablement, j'entends, hein, pas simplement sur quelques semaines, on fait un peu attention, mais durablement, jusqu'à où les assureurs peuvent, entre guillemets, s'immiscer dans la manière, dans les habitudes de vie. Est-ce que les assurés vont l'accepter? Comment on le fait? Quelle prédictibilité des modèles? Enfin, il y a plein de questions qui sont soulevées, mais n'empêche que ça, c'est aussi un rôle un peu plus social, j'allais dire, des assureurs que de travailler à ne pas avoir le sinistre, en fait. Comme on le fait quelque part en assurance non-vie, où justement on essaie de mobiliser tous les outils de prévention pour éviter un incendie ou je ne sais quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sur ce terrain-là en matière d'assurance et la data peut être un très bon levier d'innovation sur la prévention et pas uniquement la réparation. En effet, je suis tout à fait en phase. La data, j'allais dire historiquement, pour les assureurs et en particulier les actuaires, elle était utilisée
pour maîtriser les risques et la source qu'on a plus récente et beaucoup plus prolixe de données nous alimente de manière à mieux mesurer, donc mieux tarifer et mieux chiffrer le risque, avec par contre, en particulier pour des acteurs un peu historiques, la nécessité d'arriver à les capter au bon endroit, à les croiser, à faire parler les systèmes. Donc ça a l'air encore une fois, comme disait Virgile, simple, mais derrière, en dessous, c'est un énorme travail de pouvoir utiliser correctement toutes ces données. Mais là où je rejoins David, c'est que je pense que le vrai enjeu, il est quand même, et c'est triste de se dire qu'on est plus avancé dans la protection de la maison ou des accidents auto que sur réellement la personne, c'est de travailler à comment on fait pour éviter qu'ils arrivent, ces risques. Et donc, comment, via les informations qu'on capte, on est capable de dire aux personnes, attention, finalement, en bougeant un tout petit peu votre trajectoire, en faisant un peu plus de sport, en allant faire des visites de prévention, des examens de santé, vous pourrez commencer un traitement plus tôt s'il y a des choses qu'on détecte. C'est très, très important. On voit par exemple en collectif, on a tout à l'heure parlé de la prévoyance et des équilibres techniques qui sont compliqués, en particulier sur la prévoyance collective, être capable d'analyser des données de masse de salariés pour pouvoir donner des informations aux entreprises sur les risques auxquels sont confrontés leurs salariés. C'est un très, très bon moyen de faire des actions de prévention ciblées et donc utiles et efficaces et appréciées des salariés qui, du coup, auront envie d'y aller beaucoup plus que quand c'est la campagne et la mode du moment. Donc voilà, je pense que la vraie objectif de la data, c'est d'apporter un service pour éviter le risque et un service utile aux assurés. Je pense qu'on ne peut pas leur demander des données si derrière, il n'y a pas un gain et une valeur ajoutée pour eux. Ça peut être dans le tarif, ça peut être dans des fluidités, facilités de souscription, hein, ça marche aussi. Hein, quand on prend les données d'une montre de smartphone, au lieu de demander de remplir un questionnaire compliqué, forcément, c'est plus facile, c'est un gain pour le souscripteur. Mais si derrière, on arrive surtout à aller éviter des risques, je pense qu'on sera tous bien plus gagnants, aussi bien l'assuré que l'assureur. Ouais, sur un plan sociétal, il n'y a pas de doute que la clé, elle est vraiment là. Nous, si on sort un petit peu de la problématique de tarification et justement de prévention, ce qu'on voit, c'est que la data, c'est un moyen, lorsqu'elle est bien collectée. Encore une fois, là, je rejoins vraiment ce que vient de dire Agnès. On pose des questions, on n'a pas envie de poser les questions 10 fois. Il faut que les systèmes se parlent, s'interconnectent et qu'on puisse se servir d'open data d'une façon ou d'une autre. Mais la première étape qu'on nous voit, c'est de mettre en place une approche besoin. Donc, si tu me donnes de la data, je te donnerai des informations pertinentes pour toi. Par exemple, pour vendre de la santé prévoyance, il faut d'abord que l'assuré comprenne à quoi ça va lui servir, concrètement. Et par exemple, nous, l'approche qu'on a avec nos clients, c'est d'avoir des façons pour le client de s'autodiagnostiquer, donc de remplir des questionnaires pour s'autodiagnostiquer et comprendre en fait les trous dans la raquette. Quels sont les trous dans ma raquette? Moi. Et c'est pas uniquement, c'est personnalisé, c'est chiffré, c'est activable. Et évidemment, ce même type de parcours en autodiagnostic peut se déployer avec un conseiller. Et finalement, comprendre ces trous dans la raquette, c'est déjà en avoir conscience, savoir comment je dois m'assurer et comment je dois changer. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur la partie sociétale. On vient chercher une réponse à un problème beaucoup plus qu'un produit. Hein. C'est comme ça que la solution globale doit être vue, à mon sens. Donc moi, pour rajouter rapidement, je pense qu'effectivement, la data peut être une vraie source d'innovation. Si on prend le marché de l'assurance emprunteur, alors depuis quelque temps déjà, on se pose beaucoup de questions de savoir au niveau de la tarification médicale, comment finalement utiliser les données, utiliser peut-être des données autres que des questions médicales posées par le client au travers justement des habitudes de vie, utiliser aussi des données de prévention pour des personnes qui auraient été surprimées parce qu'en risque aggravé de santé. Finalement, ces personnes-là qui peuvent avoir un suivi médical de proximité
peuvent présenter peut-être moins de risques que quelqu'un qui ne sait pas qu'il a une maladie ou qu'une maladie va se déclencher plus tard. Donc, il y a pas mal de choses qui sont discutées avec des assureurs et des réassureurs sur ce genre de sujet. Et je dirais, avec ce qui est en train de se passer sur l'assurance emprunteur en ce moment, avec la loi Lemoine qui a été votée récemment et qui supprime finalement les questionnaires de santé pour tous les encours de crédit inférieurs à 200 000 €. Alors, avec quelques conditions, il faut que les personnes aient moins de 60 ans à la fin du prêt. Ça ne concerne pas toutes les typologies de prêts. Ça va obliger finalement l'ensemble des assureurs et réassureurs à innover au travers de la data pour pouvoir continuer autant que possible finalement à proposer des tarifications les plus ajustées possibles. Donc là, typiquement sur le marché de l'assurance emprunteur, en ce moment, dans toutes les maisons, on essaie de faire parler les données pour essayer déjà d'estimer les conséquences que va pouvoir avoir cette loi sur les futures souscriptions et d'autre part de se dire est-ce qu'il y a moyen finalement de travailler sur la base d'autres données pour faire évoluer peut-être les produits, faire évoluer la manière de souscrire, les questions qui seraient posées qui seraient non médicales puisque celles-ci vont être interdites pour un certain nombre de conditions. Donc voilà, donc on est vraiment en ce moment en train, nous sur le marché de l'assurance emprunteur, de voir finalement la puissance de la data et d'essayer de la faire parler pour innover et faire avancer le marché pour le bien des consommateurs, qu'ils soient en bonne ou malheureusement en moins bonne santé. Peut-être un petit complément, Stéphane, si tu permets, par rapport à tout ce qui a été dit. Je m'interrogeais quand même parce qu'on voit bien la data, évidemment, c'est un moyen, en fait, en tout cas un outil au service d'une belle cause. Mais derrière, une fois qu'on a révélé les besoins, révélé un besoin de prévention, un besoin d'anticipation, un risque potentiellement plus important chez une personne, le sujet, enfin la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on lui pousse en fait. On ne va pas juste pousser à l'assuré ou au prospect ou au client simplement une solution d'assurance supplémentaire. C'est de voir quel type de service on peut mettre à disposition et du coup, ça va ouvrir le front à une réflexion assez profonde sur les typologies de services, l'agrégation des services proposés, parce qu'un assureur, alors en fonction de sa taille, évidemment, l'enjeu n'est pas le même et sa capacité à faire n'est pas la même, mais globalement, un assureur ne peut pas avoir à sa disposition tous les services possibles au travers de différentes structures à droite à gauche et les agréger que pour lui. Donc, en fait, ça soulève pas mal d'interrogations sur la manière dont on met en place, dont on identifie les services qui seraient utiles, la manière dont on les pousse. Donc, ça ouvre aussi un champ sur le digital en termes de plateformisation, par exemple, et des manières à pouvoir offrir les bons services au bon moment dans un cadre digital adapté. Et puis derrière, éventuellement, ça ouvre des questions aussi de quelle position de place, en fait. Si un assureur seul ne peut pas faire, est-ce que, en fait, finalement, il y a des organismes un peu plus suprasectoriels qui peuvent finalement contribuer à faire émerger des offres de services qui peuvent être poussées globalement en fait à l'ensemble des assurés. Avec évidemment derrière un sujet, c'est la concurrence qui existe entre les organismes assureurs et du coup, dès qu'on est sur des solutions de place, une problématique qui se pose tout de suite, c'est la compétition, la concurrence, comment je valorise mon offre par rapport à un autre. Et donc, ça soulève quand même pas mal de problèmes. C'est qu'une fois qu'on a identifié par la data le besoin, c'est comment on y répond. Et là, aujourd'hui, c'est pas encore complètement clair, même si certains organismes assureurs ont mis en place déjà des offres, des solutions. Alors, elles ne sont pas toujours transversales, elles sont souvent sur une branche ou sur un risque particulier, mais n'empêche qu'on voit quand même apparaître des solutions. Je pense que là, on a encore pas mal de réflexion, de travail, d'innovation à pousser sur ce terrain-là. Moi, dans ma vision, parce que je suis assez proche justement des sujets données et des systèmes d'information, on a tout à l'heure évoqué dans les parcours la nécessité de faire un peu du sans couture et d'utiliser les parcours pour quelque part repenser le métier et enlever des silos. Mais ces silos-là, on parle data, on les trouve dans le système d'info. Les gens qui gèrent les contrats, ils ont leur système. Les gens qui vont faire les parcours comme sont l'activité commerciale, ils vont avoir leur système. Du coup, il y a un véritable effort aussi pour décloisonner, désiloter la donnée. Là, on parle de capacité à l'échanger.
et à la mettre sur plateforme. Il y a en effet du côté des systèmes d'info pas mal de travaux sous-jacents pour mettre ça en place. D'ailleurs, dans nos échanges, Agnès, on avait parlé en particulier de la mise en gestion et du fait qu'en effet, avoir tarifé une offre et un devis, le fait que le contrat survienne derrière, ce n'était pas forcément toujours une évidence. Je pense que pour un consommateur, ça paraît une aberration d'imaginer qu'il va tout saisir en ligne et que ça ne va pas automatiquement être enregistré dans le bon système. En fait, d'imaginer une étape de mise en gestion manuelle alors qu'il y a eu une saisie de toutes les informations, c'est juste une aberration quand on le regarde comme ça de l'extérieur. Donc après, les raisons pour lesquelles on arrive à des choses comme ça, c'est parce qu'en effet, on a des boîtes qui ne se parlent pas. C'est évident. Donc tout l'enjeu, il est d'arriver à faire communiquer les systèmes quand on va collecter les données qu'une seule fois et à les réutiliser aux bons endroits. Et dans un monde qui est beaucoup plus compliqué en plus que ce que nous avions précédemment, puisque tout à l'heure, David a évoqué la notion de service et de garantie. On est dans un monde ouvert où un certain nombre de morceaux de cette chaîne, que ce soit la souscription, mais sur toute la vie du contrat, est fait par des partenaires externes. Donc, il y a en plus la nécessité de faire communiquer des systèmes internes, externes, entre différentes, langages, environnements, historiques aussi, puisqu'on a des choses très innovantes d'un côté, et puis des systèmes beaucoup plus robustes et anciens, on dirait, de l'autre. Donc, l'enjeu d'effacer, entre guillemets, toutes ces tâches sans valeur ajoutée, il est important pour des raisons de temps, de rapidité, pour des raisons de qualité aussi, parce que la ressaisie, c'est une tâche qui n'a pas de valeur, c'est un coût, mais c'est aussi une source d'erreur. Donc, il y a vraiment un gros travail caché derrière son moteur qu'on n'imagine même pas nécessaire, mais qui est vraiment fondamental, je pense, pour apporter une expérience de qualité. David, de votre côté, une vision justement sur pourquoi on n'a pas encore la mise en gestion automatique généralisée. Tout à l'heure, je parlais des processus et des silos. C'est quand même une réalité chez beaucoup d'organismes assureurs aujourd'hui. Et du coup, dès qu'on veut toucher à ça, si on veut... alors, il y a ça, plus la legacy informatique. Ça aussi, c'est un sujet. C'est-à-dire que quand on voit que parfois aujourd'hui, pour régler un sinistre, il faut se mettre sur un outil de gestion dédié au contrat, sur un outil de gestion dédié au sinistre, éventuellement sur un troisième outil, parce que parfois il n'y a pas de lien, donc on gère un autre tableau de bord, on s'aperçoit que tout ça est quand même difficile quand on veut mettre en place du digital fluidifié, quand on a déjà tous ces outils-là. C'est pas que c'est pas faisable, ça veut dire une réflexion profonde, je pense, sur l'organisation et la manière dont on s'adresse à ses clients. Et puis, ça veut dire aussi derrière des budgets non négligeables qui viennent s'ajouter, des budgets de transformation qui viennent s'ajouter au budget de run sur l'informatique. Et ça, c'est pas toujours opportun, c'est pas toujours facile à mobiliser. Ça veut dire faire des choix à un moment. Ça veut dire aussi accepter des risques, parce que passer d'une certaine organisation qui peut-être est un peu silotée, peut-être est pas très fluide, mais qui fonctionne quand même, à une autre organisation, il y a une phase de transition qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre et qui peut générer des risques de rupture supplémentaire ou autres. Donc, ça aussi, il faut à un moment prendre une décision qui est presque stratégique. Mais en amont, je pense que ce qu'il y a besoin, et ça aussi, c'est pas facile à faire, c'est probablement être très clair, en fait, sur ses manques ou sur ses besoins. C'est-à-dire faire un diagnostic qui est très transparent, très objectif sur la manière dont en tant qu'organisme assureur, on fonctionne aujourd'hui et comment on aimerait fonctionner demain par rapport aux nouveaux standards qui sont, entre guillemets, imposés et par le marché et par les consommateurs, et voir comment on va combler les gaps, dans quel délai, avec quel outil, pas faire de mauvais choix stratégiques. Il ne faut pas non plus s'embarquer sur quelque chose qui serait finalement pas mieux que ce qu'on avait avant ou plus difficile, parce que derrière, il va falloir aussi faire changer l'organisation, former les collaborateurs, leur donner peut-être une autre vision du client. Le client, ce n'est pas un usager, c'est peut-être un client. C'est un client qui, certes, a été peut-être fidèle pendant longtemps, mais il ne va pas être fidèle encore pendant 20 ans, parce qu'il est sollicité, il est même hyper sollicité aujourd'hui.
quels que soient les organismes assureurs. Enfin, je regarde, en général, quand j'ai des questions métaphysiques sur le secteur, je regarde autour de moi. Et je regarde mes parents qui sont en province, ils sont sollicités tous les 2-3 jours par une mutuelle santé, enfin par une plateforme, sur une mutuelle santé. Alors voilà, ils sont un peu âgés, ils peuvent se laisser séduire, ils se sont fait avoir une fois comme ça et corriger le tir, mais n'empêche qu'aujourd'hui, les consommateurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, sont très sollicités. Et on voit aussi arriver des réseaux qui ne sont pas forcément des réseaux spécialisés d'assurance qui se mettent aussi en place. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une concurrence autour des consommateurs. Et donc, le sujet, ça va être de les fidéliser, de les garder proches de l'organisme assureur, puisque le coût d'acquisition d'un client est quand même important. Donc, du coup, il y a forcément un travail à faire sur les process. Ça, c'est une vraie opération vérité, en fait. Je pense qu'il ne faut pas croire acquis définitivement les clients qu'on avait justement là-dessus. Avant d'enchaîner, on a quelques questions qui ont été posées. Je vous propose de les passer en revue. J'ai une première question qui est la hausse des tarifs en santé et en prévoyance. Est-ce que c'est une tendance conjoncturelle ou structurelle? Agnès. Ouais, pardon, je vais commencer sur la prévoyance. Je pense qu'il y a une chose qui est importante sur la partie qui est vraiment structurelle, sur les arrêts de travail. On est en train de changer, de travailler plus longtemps, plus âgé. Et donc forcément, ça change aujourd'hui, on le voit, le coût d'accompagner des personnes parce que entre 55 et 65 ans, on a plus d'arrêt de travail, on a plus d'invalidité aussi que sur les populations actives, les plus jeunes. Donc forcément, là, c'est structurel. Ça ne veut pas dire que c'est inéluctable, hein, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, si on prend le sujet de façon plus globale, qu'on réfléchit à l'emploi de ces personnes pour les mettre dans des endroits où la situation de santé n'est pas une difficulté, si on travaille en prévention pour éviter justement, avant qu'elles soient arrêtées, pour les aider, on peut sûrement faire beaucoup de choses pour éviter ça, mais aujourd'hui, oui, structurellement, la population d'actifs change et avec elle, le coût du risque change. Peut-être du coup, ça soulève un sujet aussi sur le rôle des assureurs là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un patient, en fait, on a face à soi un parcours de soins qui n'est pas toujours facile à comprendre. Et peut-être que les assureurs auraient un rôle à jouer, à regarder comment finalement ils pourraient être un acteur du parcours de soins ou un facilitateur du parcours de soins. Parce que bien souvent, il va y avoir je dirais, une espèce de renonciation face à la difficulté. Quand vous êtes en province aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous pour un cardiologue, c'est 1 an d'avance, quoi. C'est quand même pas très simple. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui pour un citoyen lambda, en fait, de se retrouver dans le parcours des soins, d'anticiper en fait ces risques, de mieux les prévenir, de bouger. Et là, je pense aussi qu'il y a peut-être un rôle à jouer pour les organismes assureurs aujourd'hui. Alors la place, elle a été occupée. On l'a vu pendant le Covid, émerger quelques acteurs. Je ne citerai pas de marque ici, mais émerger quelques acteurs qui se sont bien mis sur ce terrain-là. Potentiellement, c'est soit des partenaires, soit des concurrents demain du sujet. Donc, je pense que là aussi, arriver à avoir un parcours de soins fluide, ça permet de prévenir les risques, d'anticiper qu'une pathologie ne s'aggrave. Et là, un accompagnement pourrait aussi peut-être permettre de corriger une partie de cette tendance un peu structurelle à l'augmentation de la consommation de soins. Et on a aussi un autre sujet sur lequel les organismes assureurs ont commencé à se mettre, c'est toute la santé mentale, parce qu'on a vu aussi qu'après la crise sanitaire, c'est quand même un sujet qui est très prégnant aujourd'hui. Donc là aussi, pour éviter que les problèmes s'aggravent, il y a aussi un rôle à jouer probablement des assureurs sur ce terrain-là. Très bien, je vous propose pour une deuxième petite question, puis après on va aussi... je crois qu'il y a une petite ambiguïté sur la date de fin du webinaire. Une deuxième question, c'est la digitalisation souvent propice à la fraude, parce qu'il y a un effet négatif sur les marges. Est-ce que, justement, associé à la digitalisation, on met en place l'automatisation de la détection de fraude? Bon, moi, je peux faire un tour d'expérience. On n'est pas fait en propre, mais ce que j'ai vu généraliser, c'est surtout beaucoup de travail sur les pièces, le contrôle des pièces et le contrôle des faux. Il y en a aujourd'hui des solutions, en effet,
presque sur étagère qui fonctionne bien pour déjà écarter cet élément-là, ou sinon on peut aussi automatiser les contrôles relatifs entre, baisser le taux de dossiers incohérents, quoi. Et enfin, on parlait de la data. La data permet aussi pas mal au niveau des professionnels de santé. Hein, c'est aussi des projets que j'ai vu se déployer. Faire des contrôles sur le nombre d'actes qui sont faits, des choses comme ça pour identifier quelque chose. Donc on a fait des opportunités avec ça. Oui, Stéphane, je peux peut-être juste compléter un tout petit peu sur l'aspect de la fraude. Alors évidemment, je la nie pas, elle existe et elle est massive, hein. Mais au moment du passage en digitalisation, il y a souvent un fantasme qui dit il va y avoir plus de fraude. Moi, je ne suis pas d'accord. Frauder sur des papiers, c'est plus facile que frauder en laissant des traces informatiques à droite à gauche. Et donc, je pense qu'il faut aussi se décomplexer par rapport à ça. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, mais je ne pense pas qu'il faille le mettre au cœur des démarches. De façon générale, il faut détecter la fraude. Il y a plein de façons de le faire. Il y a des solutions sur étagère. Mais ce n'est pas la digitalisation qui facilite la fraude. Je ne le pense pas, en tout cas. Je suis assez d'accord. Je pense que, en tout cas, c'est probablement en ne repensant pas les process au moment où on passe en digitalisation qu'on va peut-être ouvrir des portes à la fraude. L'important, c'est de réfléchir contrôle, de réfléchir faille potentielle dans le process en question. Et en plus, comme vous l'avez dit, le digital apporte peut-être des failles différentes et nouvelles auxquelles on n'est pas habitué. Et encore, pas toujours, mais elle apporte aussi énormément de moyens et de solutions pour faire des contrôles, pour identifier des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Donc, c'est plus complexe que ça. Et c'est tout à fait surveillable et maîtrisable. Peut-être aussi, je compléterai en disant que la difficulté qu'on peut avoir aussi, c'est que quand on passe d'un process organisé aujourd'hui qui tient sur le marché depuis très longtemps, avec une manière de faire, une manière de poser les questions et ainsi de suite, la digitalisation, normalement, si on fait juste un copier-coller, elle n'a pas beaucoup de sens. Donc, en fait, il faut aller un peu plus loin, changer le processus. C'est là où il peut y avoir, en fait, un sujet. C'est-à-dire que, quelque part, la fraude, elle n'est pas que intentionnelle. Elle peut être aussi parce que les questions sont mal posées, le filtre a été est mal fait à l'entrée, on ne comprend pas bien finalement le processus et du coup ça génère des comportements et les comportements viennent soit des assurés, soit des réseaux de distribution puisque on ne vend pas que en ligne. Hein. Les parcours digitaux sont utilisés aussi par des réseaux de distribution. Donc le sujet c'est vraiment de se poser les bonnes questions sur finalement le processus qu'on met en place en termes de souscription et d'accompagnement. De manière à éviter finalement de voir arriver dans le portefeuille des risques qu'on n'aurait pas souhaité avoir. Parce que finalement, le sujet de la fraude, c'est ça. À la fin, la fraude, c'est un coût financier. Et ce coût financier, comment on le répercute? Est-ce que c'est une baisse de marge ou est-ce que ça devient un phénomène de place? Il y a quand même aujourd'hui une capacité avec la data et avec les outils à avoir accès à beaucoup d'informations sur les personnes qu'on peut peut-être pas toujours utiliser RGPD oblige, mais n'empêche qu'on a quand même une manière peut-être de mieux comprendre aussi le comportement des personnes. Et puis, je m'arrêterai là. Peut-être il faut aussi retravailler ou repenser les parcours de sélection des risques, en fait, tout simplement. Encore une fois, la loi Lemoine va nous obliger à le faire sur l'assurance emprunteur. On va se retrouver finalement avec des visions un peu différentes. Le besoin de simplicité, c'est aussi ça. C'est-à-dire de repenser finalement comment on souscrit les risques, comment on met en place des nouveaux mécanismes de sélection des risques à l'entrée, dans le but finalement de pouvoir avoir dans la communauté des risques les personnes qu'on souhaitait avoir, en tout cas les risques qu'on souhaitait avoir. Donc, je pense qu'il y a aussi ce travail-là à faire pour la fraude, de repenser la manière dont on tarifie les risques, dont on les apprécie, dont on attire, entre guillemets, les risques qu'on souhaite avoir. On finit avec une belle liste de courses quand même, hein, parce qu'on a parlé de mettre en place les parcours, désiloter la donnée, exploiter la data. Comment on va faire pour mettre tout ça en place à votre avis? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour mettre ça en route? Moi, je dirais qu'il faut vraiment commencer par
j'allais dire repenser dans l'autre sens, enfin dans le bon sens, c'est-à-dire commencer par la promesse assurée, quelle valeur on veut leur apporter, quel service, et reconstruire finalement ce dont on a besoin pour arriver à ça de façon globale, en se disant ça c'était adapté aujourd'hui, est-ce que ça l'est encore ou pas, et sinon il ne faut pas hésiter à changer, à s'adapter. Les autres l'ont fait avant nous, il n'y a pas de raison de rester dans un monde figé, mais voilà, le cœur, c'est bien de repartir vraiment de la promesse, de ce qu'on apporte à nos assurés et dans quelles conditions on peut leur apporter ou pas, et de choisir, mais voilà, de vraiment remettre ça au centre pour ensuite garder ce qui est adapté et rejeter, changer ce qui a besoin de l'être. Oui, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une transformation qui doit être profonde sur la partie approche besoin versus l'approche produit. Alors, ça fait longtemps que ce sujet il est sur la table. C'est un sujet qui est très complexe à adresser. Donc, voilà, je pense que ça va être une des clés. Donc, de regarder le monde tel qu'il est aujourd'hui et de bien transformer les réseaux de distribution aussi. Ça va vraiment au-delà de la page web du site. L'autre transformation ou l'autre solution, elle passe par la techno. La technologie, elle est fondamentale dans tout ça. Et il ne faut pas prendre la technologie pour la technologie seule, mais en tout cas, c'est un outil qui va permettre de connecter et d'interconnecter, ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, l'ensemble des systèmes d'information, le socle, le cœur de l'informatique, de la compagnie d'assurance, du courtier, et d'arriver à s'appuyer, comme l'évoquait aussi tout à l'heure David, sur des services qui vont compléter les choses, l'offre globale, l'offre qui peut venir de start-up. Il faut absolument s'assurer que tout est sécurisé encore plus qu'avant. On est encore plus sensible, et vous savez qu'il y a des messages qui viennent de l'ANSSI, de l'Agence nationale de sécurité informatique, qui est venue dans les derniers jours rappeler qu'on était sujet à une grande vague de cyberattaques, encore plus. Vous entendez beaucoup depuis quelques jours des courtiers qui sont attaqués. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus massif. Donc, voilà, travailler avec des acteurs qui ont le niveau de sécurité qui font bien. Et moi, forcément, je prône un peu pour l'utilisation de solutions de marché, parce que ces solutions de marché font gagner un temps fou, un temps absolument fondamental pour cette transformation. Et donc, autant s'appuyer là-dessus. C'est au service du business, c'est au service du NPS, de la satisfaction client. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Virgile, pardon Gaëlle. Non, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais ce que je rajouterais, c'est que dans la transformation, je pense que digitalisation, on peut penser à informatique, et en fait, pour moi, c'est vraiment expérience client dans tous les services de l'entreprise. C'est-à-dire que la transformation, elle ne peut pas se faire si ce n'est que le sujet du service relation client, entre guillemets. C'est pour ça que, pour moi, ça doit être un vrai projet d'entreprise autour de l'expérience client qui va derrière permettre une digitalisation des process, avec des process sûrement repensés en intégrant les évolutions produits et tout ce qu'on a évoqué précédemment. Mais pour moi, ça doit être vraiment très large et vraiment être un projet d'entreprise, et je dirais jusqu'au entre guillemets, n'importe quel service support doit aussi être intégré dans cette manière de faire. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a travaillé au sein de l'entreprise pour essayer d'impliquer finalement tous les acteurs pour que chaque sujet, tout le monde pense client avant tout. Et c'est comme ça que derrière, toute la transformation peut vraiment être faite. Et puis après, le deuxième point, c'est vraiment le sujet des systèmes informatiques qu'évoquait Virgile, avec une ouverture des systèmes, puisqu'on voit bien que maintenant, l'expérience client, elle devient fluide parce qu'on fait appel au meilleur, entre guillemets, sur chaque point de parcours, et qu'il faut savoir et être en capacité d'interconnecter justement tous ces systèmes, quoi. Excuse-moi, David, je te laisse la parole. Non, en fait, ce que je voulais dire, ça rejoint un peu tes propos, c'est que pour moi, avant tout, il y a un choix stratégique. C'est-à-dire que la réponse que tu posais, Stéphane, de dire comment on fait pour faire tout ça, on ne peut pas faire tout. En fait, une transformation, c'est pas tout en même temps, et un débrouillon dans tous les coins, c'est impossible. C'est une gestion de projet, mais c'est avant tout un choix stratégique de répondre d'une manière ou d'une autre à une problématique qu'on a identifiée. Et du coup, ça veut dire à un moment, c'est un choix de la direction générale, quelque part, que de dire je vais mettre l'accent en termes de transformation sur
tel pan de mon activité. Et donc là, en amont, on fait une décision. Une fois qu'on a cette décision, c'est de la gestion de projet. C'est un diagnostic de comment ça fonctionne, c'est quel serait l'objectif à atteindre, est-ce qu'on peut satisfaire le client, est-ce qu'on a d'autres parties prenantes, parce que la question aussi qu'on n'a pas évoquée, c'est que l'environnement RSE, en fait, des organismes assureurs, c'est pas uniquement servir une partie prenante, c'est réfléchir aux parties prenantes et amener des solutions. C'est-à-dire que l'engagement social des assureurs, ça veut dire effectivement satisfaire d'une certaine manière ou répondre aux besoins, aux attentes de ses clients, des assurés. Il y a aussi les pouvoirs publics, il y a peut-être le système de soins, il y a tout cet environnement-là aussi qu'il faut intégrer à un moment ou à un autre, de manière à mettre en place et à faire des choix un peu éclairés. Ce qui est sûr, par contre, c'est que il y a une attente de faire bouger les lignes. Et on voit que les acteurs qui sont arrivés récemment, ceux qui n'avaient pas la legacy RH ni la legacy informatique, et bien quelque part, ont amené, alors non pas un chambardement total du marché, mais ont montré qu'il y a des exemples à suivre, qu'il y a des transformations possibles. Et même si aujourd'hui ça reste encore petit, on va dire, dans la masse globale des assurances, n'empêche qu'il y a une autre voie que celle des assureurs traditionnels. Et en plus, cette autre voie, elle suscite beaucoup d'attentes de la part des assurés, des consommateurs, qui changent énormément. C'est-à-dire que le sujet d'aujourd'hui, l'urgence d'aujourd'hui, ce sera plus une urgence demain. Ce sera, si on ne l'a pas fait, on aura peut-être un problème dans 20 ans, parce que les consommateurs seront totalement différents. Et en plus, moi, je vois, je raisonne, je regarde simplement moi, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, je me disais, OK, on a le temps de changer, parce que finalement, les consommateurs changent par vague. Les plus jeunes ont des attentes, mais tant qu'ils arrivent en consommateurs d'assurance, il y a quelques années. En fait, non, tout le monde a changé. Je veux dire, même les plus âgés aujourd'hui utilisent Internet, vont sur les réseaux sociaux. Donc, quelque part, eux-mêmes aussi ont une vision avec leurs risques, avec leurs besoins d'assurance, avec leur élasticité prix à l'assurance qui a beaucoup bougé. Donc, ça veut dire aussi que finalement, cette urgence, elle est un peu urgente, parce qu'elle est très prégnante aujourd'hui et c'est pas simplement en fait dans un déroulé temporel sur lequel on peut compter en fait. Ça c'est important. L'autre point aussi, c'est en rebond de ce que disait Virgile, c'est que la question qui se pose souvent dans la transformation, c'est le make or buy. C'est est-ce que je fais tout moi-même? J'internalise tout, c'est le choix de certains acteurs avec du coup à la fin des systèmes. Il faut pléthore de gens pour tout gérer, donc des coûts fixes énormes, des choses comme ça. Alors, ça a du mérite, c'est qu'on fonctionne en vase clos et que du coup, je ne sais pas si on peut avoir l'illusion, mais en tout cas, on se dit qu'on protège ses savoir-faire, ou alors c'est une vraie ouverture, c'est aussi le choix de certains, que d'aller contractualiser, faire des partenariats et ramener autour de soi, finalement, les bouts qu'on n'a pas. Ou ceux qu'on gérait mal, on les abandonne et on les externalise. Et derrière, ça génère d'autres problématiques. On sent quand même que la tendance, elle est plus justement sur le côté partenariat, ouverture, agrégation des services ou des outils, de manière à donner une plus grande agilité et une flexibilité. Mais ça génère quand même des risques particuliers, c'est-à-dire le risque de contrôle de tous ces partenaires. Parce qu'il ne faut pas avoir une défaillance à un moment qui fait capoter toute la chaîne. Et donc, du coup, derrière, ça change un peu, finalement, aussi la manière dont les assureurs jouent leur rôle en termes d'informatique. On est dans du contrôle, on est aussi, on a des problématiques de conformité aussi, des services qu'on s'est engagé à porter aux assurés. Si on les a externalisés, il faut vérifier que le délégataire, finalement, les fait bien, au bon moment, à bon escient, et quelque part, on a délégué ces problèmes-là. Donc, on a aussi dans ce sujet-là un choix stratégique de je fais en interne ou je délègue. Et donc, derrière, ce n'est pas du tout les mêmes incidences ou conséquences en termes de pilotage de son activité. Je pense qu'en effet, l'enjeu, il est bien dans cette question de garder le contrôle et de faire nous-mêmes ou d'aller chercher le bon et le meilleur pour faire certains morceaux. Et toute la subtilité, c'est d'être pas dans ce monde blanc ou noir. C'est que pour chaque morceau, en fait, la question se pose. Est-ce que j'ai la capacité de faire bien dans un délai rapide? Est-ce que c'est quelque chose qui est stratégique pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres morceaux où finalement, c'est mieux pour mes assurés, pour la compagnie, de passer par un partenaire et sans le faire pour tous parce que ça devient potentiellement ingérable. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, morceau par morceau, d'aller se dire quel
quelles sont les alternatives, faire moi-même, passer par tel ou tel partenaire qui va m'apporter quoi, avec quels avantages, quelles contraintes. Et tout l'enjeu, il est là, hein, c'est d'aller bien chercher le bon pulse, entre guillemets, la bonne articulation entre expertise qu'on peut avoir en interne, qu'on peut construire ou qu'on peut vouloir avoir demain en interne, et expertise externe en s'appuyant sur les meilleurs pour le faire durablement, temporairement, ou pour nous inspirer si on le fait nous-mêmes. Écoutez, je pense qu'on a un très bel échange. Merci à tous pour vraiment faire ce tour d'horizon du sujet de la santé de prévoyance. Pourquoi se réinventer, comment se réinventer. Un sujet stratégique, c'est la conclusion. Choisir ses combats et s'allier avec ceux qui savent faire quand c'est nécessaire. Merci beaucoup à tous. Merci Stéphane et merci à CGI pour avoir co-organisé cet événement. C'était très intéressant, je pense, au vu des questions. En tout cas, ça parlait beaucoup aux gens. Pour tous ceux qui souhaitent revoir l'événement ou qui n'ont pas pu voir le début, la fin, etc., n'oubliez pas que l'intégralité des événements de Finance Innovation est sur notre chaîne YouTube. Donc, cet événement ne fera pas exception. Il y sera d'ici quelques heures, le temps de l'uploader. Voilà, n'hésitez pas à aller visiter la page événements de Finance Innovation pour connaître les prochains webinars. Un grand merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci Bonne beaucoup. journée. Merci.